Voyez-vous, pendant mon absence, je me posais beaucoup de questions. Et notamment, si cet oiseau est-il vraiment la représentation d'un oiseau? Parce qu'après tout, c'est une œuvre d'art créée par les hommes pour imiter un quelconque animal. Mais en rien de cette chose n'est un vrai oiseau. D'ailleurs, il est très mal fait, si je puis me permettre. Ainsi donc, pourrait-on se demander si l'art, à chaque fois qu'il est utilisé, n'est-il qu'imitation? Et pour ce faire, on va synthétiser la définition de l'art par une création culturelle qui vise le beau. Et pour ce, commençons avec le commencement et Aristote, qui par l'art voit l'imitation de la nature la plus fidèle possible. Il est par exemple sujet de Xeusis. Xeusis qui était un peintre dont les représentations étaient si réelles que les oiseaux de la nature venaient picorer les grappes de raisin qui étaient peintes sur ses œuvres. Ainsi, dans ces représentations, on va chercher le plus fidèle possible, on va tenter juste à imiter au mieux la nature qui nous entoure. Mais outre cette représentation qu'on voudra le plus fidèle à la nature possible, on va aussi imprégner la nature profonde et humaine dans nos œuvres. Et plus loin que ça, Platon développe la théorie de la catharsis faite grâce à l'art. La catharsis, c'est la purgation de l'âme. Et à travers l'art, on va pouvoir reproduire le pire de la nature humaine, afin de ne pas avoir à le faire en vrai, ce qui est vachement mieux quand même. Ou quitte à le faire en vrai, autant faire mourir des esclaves sur un terrain, parce que quand même, ça coûte moins d'argent en soi. Du pain et des jeux pour le peuple, disait-on d'ailleurs, et puis bon, ça se tient encore aujourd'hui. Vous prenez par exemple la tragédie, qui servait à éprouver de la pitié et de la terreur. Et puisque les personnages l'ont fait, et ben nous, on n'a pas à le ressentir, on va d'ailleurs, essayez d'éviter ça dans notre vie de tous les jours. En réaction à tous les discours pseudo-réactionnistes de nos jours, Platon répondrait que non, les jeux vidéo ce n'est pas tellement un mal pour la société parce qu'en tuant des familles entières et en faisant des pandémies dans des univers parallèles qui sont créés pour ça, on n'a pas tellement à le reproduire en vrai. Et puis par ailleurs, l'histoire ancienne où on brûlait et écartelait des gens n'était pas vraiment plus glamour que notre siècle aujourd'hui. On a des jeux vidéo qui nous servent à explorer des faces connues et inconnues de notre personnalité. Et donc le plaisir esthétique qu'on éprouve à travers les œuvres, et ben c'est un plaisir cathartique avant tout, pour donc permettre de se libérer. On entendrait donc que l'art aurait aussi une action politique par la même occasion. Nous rappelons aussi nécessairement que l'art est une imitation. Et quand on imite un objet du réel, et ben on imite l'imitation de l'idée dans le réel, dans l'art. C'est le 3e degré si vous avez suivi. Pour reprendre un peu les choses, n'oubliez pas que nous sommes dans la caverne platonicienne. Mais en étant dans la caverne et en faisant de l'imitation à l'intérieur même de cette caverne, on ne fait qu'imiter une imitation de la réalité. Ainsi, pensons donc que l'artiste est un trompeur. Déjà que lui-même a une idée fausse de la réalité, il va encore plus la fausser à travers sa création. Toutefois, Platon, à l'instar de Kant que nous verrons après, développe la théorie de l'inspiration divine. Cynikos, connu pour être le pire des poètes grecs de son temps, est aussi connu pour avoir produit la plus belle œuvre de la même époque. Et cela, Platon l'explique par le fait qu'il aurait été visité par les dieux pour faire son œuvre. En soi, il était bien plongé dans sa caverne, mais il y a quelqu'un qui s'est dit « Oh bah toi, tu vas faire un truc bien », et puis bah il a fait le truc bien, parce que c'est un dieu qui l'a décidé, vous voyez. Tout ça pour dire que quand vous faites quelque chose d'exceptionnel, en fait, c'est pas vous. Mais bon, à part ça, on le vit bien, hein. Passons quelques années plus tard avec Hegel et sa critique de l'art mimétique. À savoir que la nature en soi est impossible à imiter, de sorte que, quoi qu'il arrive, on n'en fera qu'une copie. De fait que cette production, elle, sera superflue. Néanmoins, un truc qui n'est pas superflu, c'est l'homme. Enfin, pour ce qu'il en reste. Ainsi, Hegel donne du crédit aux créateurs qui, dans leur création, vont ajouter tout l'aspect humain, à savoir une certaine forme d'expression des sentiments. Et la beauté qui en découlera ne sera pas de l'objet lui-même, ni du créateur lui-même, mais de l'expression de ce dernier dans son œuvre. Quand on prend par exemple Claude Monet et sa représentation de la cathédrale, elle varie, et c'est cette variation qui, dans la perception de l'auteur, fera toute la beauté de l'œuvre. Le beau existe dans la représentation subjective du monde. Par la suite, passons à Kant, et comme je vous l'ai dit, lui aussi a développé une thèse du génie créateur. Et pour lui, justement, ce génie se retrouve dans l'originalité de l'œuvre créée. Et cette invention du nouveau style deviendra un exemple, ce qui permettra à l'auteur de devenir un classique, celui qui sera imité par ses contemporains, ou d'ailleurs par lui-même, et c'est là où il perdra toute son originalité. Par ailleurs, Kant développe une thèse du jugement esthétique qui serait universelle. Or, nous sommes bien d'accord, il y a deux personnes qui peuvent être totalement
indifférentes à un tableau et d'autres, par ailleurs, le trouver fantasmagorique. Le fait est que ces deux perceptions qui semblent divergentes sont dues uniquement à une confusion du jugement esthétique avec d'autres termes. À savoir, par exemple, confondre le beau avec l'utilité, ce qui a été fait par exemple pour la propagande. Or, pour Kant, la beauté ne sert à rien et ne doit pas avoir de fin dans la politique. On peut aussi confondre le beau et l'agréable, ce à quoi Kant répondra que le beau n'est pas la représentation des belles choses, mais la belle représentation des choses. Parce qu'en soi, il y a des tableaux qui sont soit laids, soit violents, et pourtant que l'on puisse trouver beau, non pas parce que leurs sujets sont beaux, mais parce que leur représentation donne une forme de beauté aux œuvres desquelles on parle, vous suivez? Et puis enfin, on peut confondre le beau avec la morale qui est développée dans le temps. Celle-ci variant, on peut avoir plusieurs perceptions du même œuvre, à des époques différentes, de façon différente. L'origine du monde de Gustave Courbet a pu choquer 2-3 personnes, et ce de façon assez légitime. Néanmoins, c'est pas pour autant que l'œuvre est moche en soi, c'est que notre morale nous fait dire qu'elle peut l'être. Le déjeuner sur l'herbe d'Édouard Manet représentait le nu. Et c'est pas comme si on n'avait jamais vu de nu à l'époque, on voyait toutes les divinités qui existaient. Toutefois, là, on voyait quelqu'un de la vie de tous les jours nu. Et on a pu trouver cette œuvre horrible, mais c'est juste une confusion de l'œuvre en soi et de son jugement qu'on peut en avoir, et la beauté qu'on estime culturellement valable ou pas. De sorte que, pour éviter de ramener tous ces jugements, il faut se dépersonnaliser de ce même jugement. Alors oui, on est une personne et c'est compliqué de ne plus être une personne pour juger un tableau, mais c'est ce qu'il faut faire pour avoir l'universalité, vous comprenez? Et ainsi, si tous les humains réussissaient à se dépersonnaliser de leur jugement esthétique, on aurait enfin la paix dans le monde et l'universalité dans le jugement de l'art. Ce qui fera écrire à Kant « est beau tout ce qui plaît universellement sans concept ». Finissons aussi par Platon, avec l'idée de beau dont je vous parlais tout à l'heure. Et pour Platon, tout peut participer, voire tout participe à l'idée de beau. Que ce soit une belle marmite, une jument ou une lyre, voire une belle fille. Les filles sont placées après les juments et les marmites. On n'était pas encore à l'époque MeToo, si vous permettez. Ainsi, l'idée de beau est un socle commun à toutes les belles choses. Ce pourquoi on retrouve une universalité de beau, puisque tout beau participe à son idée. Et ce qui sera le plus beau, c'est ce qui rapproche le plus l'objet dit beau à l'idée de beauté. Et ce qui correspond au beau, c'est de fait ce qui se rapproche le plus de l'idée de beau. Sous-entendu, les philosophes seraient plus à même de nous faire parvenir à cette idée de beau, vu qu'eux, ils sont potentiellement sortis de cette fichue caverne. Et d'ailleurs, le beau existe universellement, c'est-à-dire qu'elle ne dépend pas d'une personne ou du regard de quelqu'un. Ainsi, pour reprendre un peu le tout, on a d'abord vu en première partie que l'art était l'imitation de la nature, mais qui ne pouvait être parfait, quoi qu'il arrive, l'auteur mettait de son humanité dans sa création. Que par ailleurs, l'artiste qui essayait d'imiter la nature ne faisait que dégrader encore plus l'idée de l'objet qu'il essayait de peindre ou sculpter ou quoi que ce soit d'autre dans le genre. Et qu'ainsi, quoi qu'il arrive, cette imitation restera un échec, puisqu'elle passe par le prisme que nous sommes. Or, peut-être faudrait-il voir par ce filtre une expression de ce qu'est l'art finalement, puisque par toute création, il y a une forme de beauté qu'amène l'homme à son objet. Et que par ailleurs, l'artiste qui imite n'est pas en soi le génie créateur, mais n'est qu'un reproducteur, puisque les créateurs sont rares, après tout, dans les siècles. Mais de fait, par l'étude de ces objets et de l'esthétisme qu'on en tient, faut-il s'interroger sur l'universalité qu'ils apportent. Et de fait, on a vu que l'universalité du beau existe en soi si on lui applique un jugement esthétique pur, dénué de toute passion humaine. Plus que ça, les objets ont une valeur de beau en eux, mais ne sont pas, et ne doivent pas d'ailleurs, être perçus pour faire partie de l'idée du beau qui en soi est universelle. De fait, peut-être que je juge cet oiseau moche ou laid ou pas assez représentatif de ce que devrait être un oiseau. Mais après tout, peut-être que cela est dû au fait que je baigne dans une culture et que cette création baigne dans la même culture que moi. Et que c'est seulement en s'éloignant de cette culture qui est dans un cadre donné qu'on trouvera réellement l'idée d'esthétisme. Et ainsi, en espérant que vous atteindrez un jour le jugement esthétique dépersonnalisé, d'ici la prochaine fois, je vous dis namasté.